Réparer les vivants, c'est maintenant. On va en parler, ce titre et cette thématique, c'est à Jean-Pierre Hulot que nous les devons, et c'est un clin d'œil au livre de Maëlys de Kerangal, consacré à la transplantation d'organes, vu du côté des parents d'un donneur. On va réparer un corps, faire peau neuve, à tous les sens du terme, et se réparer soi-même. On va en parler maintenant. Alors qu'on ne parle que de co-construction, de décloisonnement, de management horizontal, le professeur Alim Louis Benabid fait converger physique et médecine. Il a été maintes fois récompensé pour ses travaux, en particulier sur la stimulation cérébrale profonde. Alors, il ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais c'est son complice Thierry Bosc, membre éminent du CEA, qui va nous stimuler, voire nous électriser. Thierry Bosc est avec nous, il nous rejoint sur cette scène avec vos applaudissements. Et Thierry va enlever son badge. Sa notoriété mondiale qui l'amène à donner des conférences et former des médecins spécialistes aux quatre coins de la planète, elle était au début de cette semaine à Chypre, ne l'empêche pas de garder la tête froide. Ah, la tête, le visage, la peau qui extériorise tant de choses enfouies et révèle qui nous sommes. C'est son quotidien. Loin de l'embellissement et de l'emballement instagramien du visage sans rides et de la mode du bistouri youpi, elle promeut une médecine esthétique responsable et éthique. Le docteur Ghislaine Bellin. Merci de nous rejoindre, docteur. Ghislaine, venez à mes côtés. Elle cultive l'art de la résilience en faisant de nos égratignures et des épreuves que nous avons rencontrées de magnifiques traces dorées. Se regarder en face, ne rien mettre sous le tapis en s'inspirant de l'art japonais du kintsugi. C'est une manière de se reconstruire sans tomber dans la Isabelle Adjani attitude que vous connaissez. Vous vous souvenez, c'était mettre des verres fumés pour montrer tout ce qu'on veut cacher. Céline Santini est avec nous. Merci de l'applaudir. Merci à tous les trois d'être sur cette scène. Je me tourne vers Thierry Bosc qui est avec nous. Merci d'être avec nous. Vous représentez et vous l'avez accompagné, et vous l'accompagnez toujours, le professeur Alim Louis Benabid. Je n'augmente pas, je répare, disait quelqu'un que nous connaissons. Racontez-nous ce que vous faites et ce que vous avez fait pour réparer justement. Les micros sont ouverts. Hein. Oui. En fait, on a monté une équipe à plusieurs avec Alim Louis Benabid. Lui, c'est le génie et le visionnaire. Moi, j'étais un peu l'opérationnel. Donc aujourd'hui, vous aurez l'opérationnel et pas le visionnaire. Je suis désolé. Mais je vais essayer de vous expliquer un peu tout ce qu'on a pu faire avec lui. C'est un neurochirurgien qui, en même temps que de la neurochirurgie, a été docteur en physique. Et toute sa vie, il a travaillé à la convergence de cette physique et de cette médecine pour arriver à faire en sorte d'être parmi les premiers à installer l'imagerie à Grenoble, à travailler sur la stéréotaxie, enfin des choses comme ça, où il a fait beaucoup intervenir la technologie. Et il a inventé, il y a une trentaine d'années, un truc absolument génial et qui est sans doute pour l'instant encore une des avancées majeures dans le monde du cerveau, qui est la neurostimulation cérébrale profonde. C'est-à-dire que quand vous êtes un parkinsonien, atteint de troubles parkinsoniens, que vous tremblez, que vous avez de la kinésie, que vous n'arrivez plus à vous dominer, dans 40% des cas, quand on installe un implant dans le cerveau auprès de la zone qui dégénère, qui s'appelle le nœud subthalamique, et qu'on émet des ondes de haute fréquence, on arrive à stopper tous les éléments tous les symptômes de cette maladie. Et c'est quelque chose qui est assez peu connu, mais qui finalement fonctionne très très bien dans plus de 200 000 cerveaux. En gros, c'est aider à réparer des fonctions qui étaient complètement perdues, c'est ça ? On stoppe la dégénérescence. La dégénérescence continue à évoluer, mais par contre, on arrête les symptômes. Et donc, c'est quelqu'un qui a passé sa vie dans la réparation. Et quand il est venu au CEA, on a voulu continuer à amplifier le rôle de la techno dans le monde de la santé. Et on lui a mis à disposition un bloc opératoire dans un centre de recherche, qui est le premier bloc opératoire qu'on ait pu faire dans un centre de recherche. Et il a travaillé avec des ingénieurs pour développer des technologies pour réparer. Vous avez peut-être entendu parler de la commande mentale qu'il a mis en place pour faire fonctionner des mains et des jambes de patients tétraplégiques. En 2019, c'était le premier à le faire dans le monde. Et puis aujourd'hui, on est sur des solutions technologiques pour la maladie de Parkinson qui vont sans doute sortir avant la fin de l'année. Et cette rencontre entre les médecins et c'est du pluridisciplinaire, ouais. Hein, c'est ça. On a des technologies, on a la médecine, on a le CEA que vous représentez, on a l'hôpital. C'est
cette alchimie qui fait fonctionner tout ça. Oui. Et du coup, quand on a fait cette rencontre, on s'est rendu compte aussi que ça posait quelques problèmes, puisque à Grenoble, vous avez une assez importante alliance entre les chercheurs, les académiques, les industriels et les politiques. Et ça fait un écosystème extrêmement favorable pour l'innovation, qui a lui-même généré ces anticorps un petit peu dans la société. Et on a été obligé de réfléchir un peu sur l'intervention qu'on pouvait avoir en tant qu'ingénieur sur le cerveau des humains avec les médecins. Et c'est pour ça qu'est apparue la notion de l'homme réparé, qui nous a permis de nous positionner par rapport à des thématiques de transhumanisme qui étaient un peu gênantes pour les gens qui touchent à ce symbole humain qu'est le cerveau. Et donc on va y revenir. Ne déflorons pas tout, faisons un petit teasing. L'homme réparé ou la femme réparée. Merci Thierry Bosc en tout cas d'être avec nous. Docteur Belin, cher Ghislaine, merci d'être là. On disait quand on parle de réparer les vivants, nouvelle vie, on va faire peau neuve. Et c'est vrai que la médecine, il y a une pathologie et puis il y a quelque part une réparation. Au niveau réparateur, oui, bien sûr. Tout ce qui est dans le médical, les réparations après des maladies graves, des cancers, des chimiothérapies, on va en reparler aussi des cicatrices corporelles, les cicatrices psychologiques. Quand on vient nous voir pour une apparence physique, c'est pour retrouver l'estime de soi. On en a parlé aussi dans la séance précédente. Retrouver, se regarder dans un miroir, pouvoir continuer à avancer et affronter les difficultés de la vie. En vieillissant, c'est les parents qui vieillissent, les problèmes de santé et ainsi de suite. Les changements sociétaux, on refait une deuxième vie avec l'allongement de la longévité. Et donc, on a cette réparation pour continuer à exister, garder ses performances et éviter aussi les maladies secondairement induites par le vieillissement. On parlait tout à l'heure avec nos précédents invités de la dignité, retrouver sa place dans la société. Ça aussi, ça joue. Hein. Alors, on a fait beaucoup de réparations après les cancers, mais il y a eu aussi toute la période HIV avec les traitements antiviraux qui faisaient une squelettisation, une lipodystrophie. Donc, les patients avaient une charge, et ont encore une charge virale négative, mais ils ont un visage complètement squelettisé qui signait la maladie. Donc là, on a créé des produits qu'on appelle des inducteurs tissulaires, qui sont ce qu'on met dans la catégorie des fillers, entre guillemets, qui vont faire regonfler, régénérer le visage et qui va leur donner un aspect non pas squelettisé de malade, mais il faut avoir les réinsérer dans la vie sociale et dans leur vie quotidienne. Ça a été déjà dans les années 90. Pendant 30 ans, on a formé tous les médecins et les hospitaliers avec 2 paires de gants pour leur apprendre à appliquer ces thérapeutiques dans cette pathologie, par exemple. Après, il y a toutes les cicatrices corporelles, il y a tous les dégâts dus à la vie, aux problèmes de poids, d'obésité, de maternité, qui sont physiologiques, mais avec l'allongement de la vie, les changements des couples, les femmes ont droit de refaire une nouvelle vie à la cinquantaine, parce que vous avez eu 3 ou 4 grossesses, allaiter les enfants, qu'elles n'auraient pas le droit à une réparation corporelle, à leur demande pour exister, pour se regarder dans un miroir et affronter leur quotidien. Revenir un peu dans la société sans être jugé, hein, c'est ça. Et puis, il y a aussi tous les dégâts des guerres. Enfin, sans aller aussi loin, le Bataclan. Un de nos amis chirurgiens que vous connaissez a passé la nuit, je l'appelais à 10h du soir, j'ai dit tu vas opérer toute la nuit à la Pitié-Salpêtrière. Il m'a rappelé à 8h du matin, il me dit on va avoir besoin de toi après, parce que nous on a fait du gros, on a fait de la plaie, et c'est nos enfants, sur des jeunes qui auraient pu être nos enfants. J'en connais qui sont restés au Bataclan, il m'a dit j'ai opéré toute la nuit, on aura besoin de toi après en réparation, on a fait du gros, il faudra fignoler les cicatrices et tout. Je dis pas de problème, j'appelle les labos, on s'engage à faire de la réparation gracieusement, on va venir en équipe ou à la Pitié-Salpêtrière ou dans une clinique et on fait tout ça pour ces victimes, par exemple, d'attentats. Sur l'Ukraine, là, on envoie en médecine réparatrice avec ce qu'on appelle le tissue engineering, la régénération autotissulaire par le PRP, le plasma enrichi en plaquettes. On prélève votre sang, on prend le plasma, vos facteurs de croissance, on les réinjecte sur les plaies de guerre. Ça peut être fait n'importe où, il suffit d'une petite centrifugeuse qu'on met à disposition et ça permet d'éviter des amputations. Qu'est-ce qu'on a? Le général militaire marocain a évité 80 amputations de jeunes soldats par ces techniques qui sont maintenant, pour lesquelles on demande des remboursements en première intention dans toutes les plaies. Mais ça va être les plaies des diabétiques, pas que les plaies chroniques, les accidents, les guerres et toutes les zones en guerre.
80 amputations au Maroc, le coût social, sociétal, le manque après de jeunes qui ont 35-40 qui ans. sont dans la fleur de l'âge. On ne peut pas les appareiller, ils ne sont pas forcément équipés. C'est quand même majeur, là. Ouais, on va continuer à parler de ces réparations et de la peau qui fait partie de tes domaines d'excellence. Céline Santini, merci d'être avec nous. Réparer les vivants, c'est une expérience personnelle aussi que vous allez partager avec nous, d'autrice, et c'est vrai qu'on a souvent besoin de se réparer après avoir subi des épreuves. Et racontez-nous, parce qu'après vous êtes tombé sur un article qui a fait tilt en fait, hein. Alors moi déjà, merci beaucoup de m'accueillir ici. Je découvre cette atmosphère où j'ai l'impression que les cerveaux sont en ébullition, et je trouve ça magnifique de confronter des sujets qui en apparence, c'est comme si on juxtaposait, comme si on faisait un patchwork. Et le patchwork, c'est justement le sujet dont je vais vous parler à travers la métaphore du kintsugi. Mais je voulais juste préciser que pour moi, c'est savoureux d'être là parce que je vais vous parler plutôt de réparation de l'âme, mais vous êtes sur réparer les vivants plus littéralement. Et en fait, je suis moi-même fille de médecin et fille en particulier de neurochirurgien. Donc pour moi, ça a beaucoup de sens parce que la réparation, c'est multi-azimut. Donc, Céline, on voit, et vous allez le décrire. Merci, c'est tellement plus simple d'avoir un visuel. Et puis, j'allais dire, lève-toi et marche. Levez-vous pour qu'on voit votre robe, parce qu'elle est au diapason. Vous voyez, on peut l'applaudir. Je fais mannequin kintsugi. C'est ça, la nouvelle collection. Pardon. Non, mais c'était fait pour. J'ai assorti à l'affiche également, vous admirerez. Ce camailleux est parfait. Juste avant, pour avoir une idée, qui connaissait déjà la notion de kintsugi, pour avoir un petit peu... Ah oui, vous êtes nombreux quand même. Alors, mais on n'a pas n'importe qui face à nous. Oui, alors... moi, je vais vous expliquer un peu ma vision. Pour moi, c'est une métaphore très puissante de la résilience. Moi, c'est vraiment ce que j'appelle mon ikigai. Alors ici, je sais qu'on a un public de DRH, donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la notion d'ikigai, n'est-ce pas ? Oui, voilà. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, mais voilà, pour moi, c'est effectivement quand le kintsugi m'est tombé dessus, c'était à une période très creuse de ma vie. C'était la semaine, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était la semaine de mon 2e divorce. Et en fait, sachant qu'avant, j'ai eu plein de vies successives et j'étais en particulier organisatrice de mariage. J'étais la première wedding planner de France en 2003. Les cordonniers sont... Ce que je veux vous dire, c'est que un divorce, c'est jamais drôle, mais si en plus, c'est notre 2e divorce et qu'en plus, on est wedding planner, c'est pire. Voilà. Et j'en ai fait de l'or, parce que c'est le principe du kintsugi, c'est de transformer et de transmuter nos épreuves en or. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la semaine de ce divorce, j'étais donc au 36e dessous, j'avais ma vie littéralement en 1000 morceaux, hein, c'est le cas de le dire. Et je tombe sur un article. Alors j'ai acheté le magazine parce qu'il y avait écrit sur la couverture comment réussir son divorce. Donc je me suis dit, bon, j'ai besoin de clés. Et c'est dans ce magazine qu'il donnait 2-3 mots sur la notion de kintsugi. Il ne mettait pas de photo, mais il disait kintsugi, art de réparer en soulignant d'or les blessures d'un objet brisé. Ça m'a interpellée. Je rentre chez moi, je tape sur Internet kintsugi et je tombe sur ce visuel. Et ce visuel, alors... ça ne le fait pas à tout le monde, mais pour les gens qui sont sensibles au kintsugi, j'en ai rencontré hier soir, il y a des gens qui m'ont dit quand je vois un kintsugi, ça parle de moi. Ça me parle directement à mon âme. Et moi, c'est ce qui s'est passé. On n'est pas tous réceptifs à l'art du kintsugi, mais ceux qui le sont, c'est comme si rien que de contempler un kintsugi, il y avait déjà quelque chose qui se réparait en nous, parce que, évidemment, vous l'aurez compris, le principe du kintsugi, c'est de souligner alors toutes les failles au lieu de les cacher. Ça veut dire qu'on regarde en face, dans le miroir, ses forces et faiblesses. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une technique en céramique qui est la céramique illusionniste, qui consisterait, elle, à au contraire cacher la réparation. Et on utilise ça beaucoup dans la restauration muséale. Mais par contre, le kintsugi, c'est le contraire. Ça a été inventé au XVe siècle par les artisans du shogun de l'époque, qui étaient désespérés d'avoir cassé son bol à thé préféré. Et en fait, il leur a dit trouvez-moi une solution. Parce qu'il avait fait réparer son bol en Chine, et en fait, on lui avait rendu son bol avec des agrafes. Des agrafes pour réparer la fissure d'un bol, vous imaginez, c'est pas
ce qui est de plus optimal, ça va forcément pas être très étanche. Donc il a demandé à ce moment-là une solution à ses artisans, et les artisans ont inventé, ils se sont dit, en fait, utilisons les matériaux qu'on connaît déjà, la laque japonaise, et qu'est-ce qu'on peut faire, c'est une laque très résistante, très étanche, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, l'idée, c'est, comme vous le voyez sur ce visuel, de souligner les failles, au lieu de les cacher. Au lieu de les masquer, mais on ne les souligne pas avec du mastic, là. Hein. C'est ça. Qu'est-ce que c'est de l'or. En fait, voilà, c'est pas n'importe quel colle, on va dire. Surlignage. Ouais. En fait, on pourrait en théorie utiliser n'importe quel métal réduit en poudre. Alors moi, ce que je ne savais pas, la première fois que j'ai vu ce visuel, je croyais que c'était de l'or fondu. Coulé. En fait, pas du tout. C'est de la laque, la fameuse laque japonaise que vous connaissez tous. Vous savez, la laque Bordeaux qu'on voit sur les baguettes chinoises, par exemple, ou les bols. En fait, c'est de la laque qui ressemble à du vernis à ongles. Et donc, c'est un petit peu collant. Et c'est dans cette laque qu'on va saupoudrer l'or en poudre. Donc, ça pourrait se faire avec d'autres matériaux, mais l'or, évidemment, est le plus prestigieux, le plus solaire, le plus lumineux, le plus noble. Et du coup, il y a une formule que j'aime bien utiliser pour résumer l'esprit du kintsugi, c'est de dire plus beau, plus fort, plus précieux d'avoir été brisé. On va voir avec vous justement comment on peut être fier de ces brisures. Je vais vous montrer, avant de repasser la parole, je vais faire passer moi. On va le faire circuler. Voilà, ouais, allez, parce volontiers. que je voulais vous montrer en fait la différence. Ce sont deux bols identiques au départ. Et on m'a fait je les ai montrés hier, c'était drôle. 2 personnes différentes m'ont dit, c'est bizarre, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Attention, il y en a 2. En fait, c'est pour vous montrer avant-après. Et en fait, il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre, c'est qu'il y a l'énergie de la réparation dans le deuxième. On va voir avec vous justement comment on peut assumer ces brisures et être rendu plus fort. Thierry Bosc, vous parliez tout à l'heure de l'homme réparé. Alors, il y a eu des critiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tripoter le cerveau. Racontez-nous comment vous avez contourné tout ça et comment cette nouvelle approche, elle a aussi un rôle sociétal et un rôle social. Oui. En fait, toucher au cerveau est extrêmement symbolique pour les ingénieurs, pour les médecins et pour la population qui nous entoure. Et il fallait expliquer, il fallait faire comprendre. Et on avait un problème. Et quand vous travaillez sur le clinique ou sur le préclinique, à chaque fois, vous avez un comité d'éthique qui intervient, et ça n'est pas apparu suffisant aux ingénieurs et aux gens qui travaillaient. Il a fallu les accompagner avec des éthiciens sur une réflexion commune. Et puis on s'est retrouvé en face de gens qui nous disaient vous allez toucher au cerveau, vous allez faire voter les gens d'une façon particulière. Alors, rétrospectivement, 10 ans après, oui. Je vous rassure, on n'a rien fait, ouais. On n'y arrive pas. Ah, c'est vous en fait. C'est pas nous. C'est pas nous. En fait, et du coup, on s'est positionné aussi par rapport à des gens comme Elon Musk qui veulent faire vivre les gens de 150 ans, des choses comme ça. Cette vision-là, c'est pas la nôtre, et on s'est rendu compte qu'on s'est appuyé sur un élément fondamental qui est qu'aujourd'hui, dans la population française, ou occidentale en général, vous avez une espérance de vie qui augmente de façon majeure depuis très longtemps, et vous avez une espérance de vie en bonne santé qui n'augmente pas de la même façon. Et donc, on a aujourd'hui, par exemple, entre 2000 et 2020, une femme a gagné 3 ans d'espérance de vie. Elle n'a pas gagné 3 ans d'espérance de vie en bonne santé. Et donc, on se retrouve dans une situation où, entre 2000 et 2020, une femme a gagné 3 ans d'EHPAD. Alors, ce qui peut être bon pour certains d'entre nous ici, qui viennent de passer, mais par contre, ce n'est pas non plus le style de vie qu'on a envie de vivre. Et donc, nous, ce qu'on veut, on se positionne sur l'espérance de vie en bonne santé, et on veut faire augmenter cette espérance de vie en bonne santé pour donner des chances aux gens d'augmenter la vie qu'on met dans les années, et c'est ainsi qu'on pourra éventuellement ensuite faire remonter l'espérance de vie, mais dans des bonnes conditions. Là, j'allais dire, c'est une spécialité très particulière. C'est pas la kinésithérapie, hein? Non, c'est en fait, on s'adresse aujourd'hui avec des technologies à soigner toutes les maladies, à essayer de soigner toutes les maladies neurodégénératives. On est sur des essais cliniques sur Alzheimer, sur des cliniques sur Parkinson. On aura des annonces d'ici la fin de l'année. On attaque aussi des maladies mentales maintenant, où on essaye d'apporter des technologies avec surprise. On ne sait pas qu'on pourrait, dans une maladie mentale comme la schizophrénie, la bipolarité, apporter des solutions qui pourraient être liées à des technologies, mais on a des pistes intéressantes. On travaille avec la Fondation fondamentale à Paris, et donc du coup, ces gens-là sont intéressés par ces démarches-là. Et donc on pense qu'on pourra aussi continuer à faire amplifier le rôle de la technologie. Et comme vous l'avez vu, quand on parle de technologie, on ne parle pas uniquement de prothèse ou d'orthèse, mais on touche vraiment à des vraies solutions
à des pathologies qui n'ont pas de réponse. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous étiez beaucoup dans le pratico-pratique, dans le concret. Donc, vous intervenez, ainsi, si on saisit bien, entre le cerveau et le reste du corps. Donc, ça veut dire qu'il y a des applications concrètes, parce qu'on parle beaucoup de la voiture autonome, ou de... Voilà, il est possible, il sera possible de piloter quelque chose avec un joystick. Application concrète, Thierry Bosc. Alors le premier projet qu'on a construit, c'était un projet qui s'appelait le BCI, qui était la volonté de mettre à disposition d'un patient tétraplégique la possibilité pour lui, par sa propre pensée, de commander un exosquelette. Et c'est ce qu'on a fait en 2019. Le CEA a mis à disposition ses compétences. On a pu poser sur la surface du cortex 2 implants qui captaient les intentions de mouvement. Et grâce à ça, on a pu faire rebouger les bras et les jambes d'un patient tétraplégique, lui rendre la marche, mais avec un fil, hein, rassurons-nous, et lui rendre une saine mobilité. Ça, c'est un produit qui est un produit pilote, mais aujourd'hui, on voit tout ça trouver des sources d'application vers les patients paraplégiques, par exemple. Et aujourd'hui, en Suisse, en lien avec le PFL, le CEA travaille à rendre une mobilité, et là, beaucoup plus facile pour des patients paraplégiques, et on l'a vu, vous avez peut-être vu ça à la télé récemment. Les implants du CEA commandent aux implants spinaux des gens qui sont paraplégiques, qui n'ont plus leurs jambes. Ces gens-là arrivent à se relever et à marcher et à remonter des escaliers. Donc on est vraiment dans l'application maintenant de cette technologie. Et ce qui était important, alors on voyait que l'exosquelette quand on était au CEA, mais ce qui était important, c'est effectivement la commande mentale, c'est-à-dire la possibilité de capter des intentions de mouvement et de les envoyer à un effecteur. C'est ce que maintenant on commence à faire. Il y a quelque chose qui nous interpelle tous, on en parlait tout à l'heure avec Alain Juppé, c'est cette révolution démographique avec l'allongement de la vie en bonne santé. Ça signifie aussi, vous parliez de Parkinson tout à l'heure, aussi de la possibilité de réguler ces mouvements qui sont des mouvements incontrôlables. Hein. Oui, alors ça existe depuis maintenant 30 ans avec la neurostimulation cérébrale profonde. Mais par contre, dans la neurostimulation cérébrale profonde, on arrête les symptômes, on n'arrête pas l'évolution de la maladie. Ce qui fait qu'on vous offre une quinzaine d'années d'espérance de vie en bonne santé en plus, et pas pour tous les parkinsoniens. Mais par contre, au bout d'un moment, la maladie vous submerge. Et donc aujourd'hui, on a une autre technologie qu'on est en train de tester en clinique, avec des bons résultats en préclinique. Donc on est chez l'homme aujourd'hui, pour tester une solution qui ralentit de façon majeure l'évolution de la maladie de Parkinson. Ce qui fait que si vous êtes atteint d'une maladie de Parkinson, même vers 60 ans, on peut imaginer que celle-ci aura une telle pente d'évolution que vous ne serez jamais atteint. Et donc on espère que d'ici la fin de l'année, on pourra avoir des publications qui montreront cet apport de la technologie au monde de la santé. C'est génial de voir ça. CEA, l'acronyme, c'est bien Commissariat à l'énergie atomique, hein, on est d'accord. Oui, l'expression de la technologie, c'était Jean Terme qui était notre patron à l'époque à Grenoble, qui est un type qui a pensé que l'expression de la technologie qui allait venir et qui était importante, c'était dans le monde de la santé. Et il a eu cette prescience, et il s'est allié avec Alim Louis Benabid, et le médecin, l'ingénieur ont réussi à faire quelque chose d'assez incroyable. Il n'y a pas que nous, je veux dire qu'aujourd'hui... Il y a Ghislaine aussi, qui fait des choses incroyables. Ghislaine, revenons sur la peau, sur ce qui t'occupe au quotidien. On a vu toutes ces applications, toutes ces possibilités. Et c'est vrai que dans l'inconscient collectif et puis dans toute l'histoire, le beau et le bien sont liés. Toi, tu reçois de nombre de personnes incalculables. Hein. Oui, déjà, on ne peut pas vivre sans peau. On peut vivre sans bras, sans jambes, sans reins. Il y en a qui vivent même sans cerveau. On va faire de commentaires politiques, mais ils y arrivent. La peau, on ne peut pas vivre sans peau. On vieillit, ça s'appelle la dermatoporose, comme l'ostéoporose. Tous les tissus vieillissent, du cerveau, l'arthrose, tous les facteurs de vieillissement, toutes les causes. On agit dessus dans tous les sens, périphériques déjà sur les symptômes et l'origine. Et la peau est un symbole alors on a les rides de sa vie, de son expression, mais la société a beaucoup changé. Là, on a quand même un auditoire quand même éduqué et instruit. C'est pas toujours le cas de la nouvelle société, des nouvelles générations, où la peau peut aussi amener des demandes, des dérives et des tas de choses. Alors justement, par rapport à ça, parce que je pense à une émission qu'on regarde tous, les Marseillais, par exemple à Dubaï, ou je ne sais pas quoi, mais comment est-ce qu'on fait pour
pour prévenir ça, parce que je parlais tout à l'heure d'Instagram, ça vous a pas échappé que certaines personnes se regardent dans le smartphone en permanence pour avoir de la bonne photo et vas-y qu'on retouche. Il y a eu aussi, ça nous concerne nous, hein, l'effet visioconférence. Hein, voilà, il faut gommer ceci, cela. Comment tu gères ça pour pas qu'on se dise c'est médecin esthétique, la médecine régénérative, c'est... Non, alors il y a effectivement l'effet post-Covid, c'est l'effet Zoom. D'arriver, oh là là, c'est horrible, machin. Ils mettent un chemisier, sont en jogging en bas, mais le visage pisoyé, les téléphones, les écrans par en dessous, je sais pas quoi. Donc il y a eu cet effet post-Covid où il a fallu faire améliorer son état. Mais il faut quand même savoir que la médecine esthétique et la chirurgie plastique, c'est au niveau chiffre d'affaires, vous êtes tous économistes, c'est un secteur mondial financier qui a une croissance encore à 2 chiffres, où il y a les plus gros investissements des fonds mondiaux, asiatiques, américains, de tous les pays du Golfe et de partout. Et donc, il y a eu toutes ces Instagrammeuses, ce qu'on appelle la beauté virtuelle embellie. Moi, ils viennent dans mon cabinet en me disant « Regardez mon téléphone ». Je dis « Non, je ne veux pas, posez-le, vous êtes en face de moi. Quel est votre problème ?» Alors, on vous raconte tous leurs problèmes de leur vie. Mon petit copain ne me répond plus au téléphone, je ne parle plus à ma mère, l'autre, je ne sais pas quoi. Et bon, il faut, en fait, c'est une prise en charge que l'on a. On est d'abord médecin avant tout, on peut calmer. Mais il y a aussi une grosse demande d'améliorer son image. Toujours pour cette estime de soi. Estime de soi, oui et non, parce que chez les jeunes, c'est très en rapport. L'homme et la femme ont été génétiquement conçus pour la séduction. Qu'est-ce que c'est ? C'est la sexualité pour la reproduction de l'espèce. On est arrivé dans un peu une dérive. On est dans des dérives Tinder, pour dire, à afficher les choses clairement. Donc il y a cette dérive quand même un peu sociétale. On parlait de réparer la démocratie, la société, des tas de choses. Mais il y a quand même une tranche, on est moins concerné. C'est, je dirais, plus vos enfants, nos enfants. Donc on a aussi toute cette dérive. Alors là, on canalise, on accompagne, mais on va accompagner une cicatrice d'acné, en même temps un problème de peau. Je ne veux pas voir mes pores, mais c'est impossible. Ça, c'est gommé sur vos photos. Mais il y a cette demande de paraître plus beau qu'on est, pour se rassurer, pour se sentir plus heureux, pour avoir un groupe de contacts sur Instagram ou autre. Cet embellissement, cette beauté virtuelle embellie. Qui est utilisé par tous les médias, par tout le monde, par la cosmétique. Il y a un peu un surpouvoir. J'allais dire, tu parlais tout à l'heure de la bouche. Il y a ce côté sensuel, sexuel aussi. Hein. Ah, totalement. Totalement. C'est très dans la sexualité, la nouvelle génération, sans tabou, sans limite. On en parlait dans l'agressivité de la société, dans les députés qui s'insultent et de tout ça. La sexualité est devenue sans limite et passe par l'image. Alors, il y a l'image que le visage, ça va être le corporel. On est aussi dans le maigrir à tout prix, avec tous les traitements antidiabétiques qu'utilisent tous les Américains, Delton Mux à Biden, mais aussi les gamines de 22, 23 ans, qui feraient mieux d'être éduquées à bien se nourrir, à l'activité sportive. On a un gros problème de responsabilité de la société, pour revenir à la société, et réparer cette génération qui se perd un petit peu. Thierry disait tout à l'heure, quand il parlait de tous ces travaux, que c'était aux confins de plusieurs disciplines. Là, c'est un peu ça, entre la médecine esthétique, hospitalière, c'est ce que tu embrasses. Alors, à l'hôpital, on fait beaucoup de réparations, comme on a vu dans la séance précédente, avec sur les assistantes dermo-esthétiques, je ne sais plus quel était le terme là, mais j'ai aussi appris qu'il y avait des assistantes maintenant sexuelles pour les EHPAD. Je ne connaissais pas. Un de mes patients, ça se fait dans les pays nordiques, ça commence à être en France. Je dis, on va quand même pas mettre des prostituées payées par l'État, des assistantes sexuelles, là, qu'elles mettent un petit calmant. Là, ils sont sans filtre, ils perdent un peu la tête. Donc ça commence. Donc vous voyez, ça va très loin. Et là, donc on a tout dans les services hospitaliers en cancérologie, dans un service de chimiothérapie ou de pédiatrie, de gynéco, ce que vous voulez, les problèmes d'infertilité, de stimulation ovarienne, les femmes sont mal dans leur peau, prennent du poids. On a beaucoup de soins aussi pour le corps, pour leur apprendre à
ça aide le personnel médical, l'infirmière autre qui n'a pas toujours le temps de tout faire, mais qui vont s'occuper de ne serait-ce que se masser après une mammectomie, masser une cicatrice, se regarder, enlever une perruque, apprendre à se couper les cheveux, à se coiffer, à laisser repousser les cheveux. Donc on a toute cette approche qui existe dans les hôpitaux, dans la société, dans les maisons de retraite. C'est bien aussi de garder la dignité de ces personnes âgées. Bien sûr. Ça, c'est de plus en plus important et pris en charge et en considération. Et après, dans la société, il y a de tout, mais c'est à nous, c'est notre rôle de canaliser et de réguler. Et réguler. Et voilà. On va voir ce que tu fais justement, parce qu'il y a du business derrière, il y a beaucoup d'argent derrière, et on va voir comment toi et tous tes confrères et consoeurs agissaient. Céline, on revient sur ces brisures. C'est une sorte, on parlait de thérapie avec Ghislaine, avec Thierry aussi, c'est une sorte de moyen terme entre de l'art et de la thérapie. Et comment on peut l'appliquer justement avec ce côté résilience, ce côté ce qui m'affaiblit me rend plus fort, et ce que j'ai vécu me permet de me mieux construire. Tu utilises le mot art-thérapie, je trouve que ça c'est très approprié, parce qu'au départ c'est un art. Moi, j'y vois une métaphore de la résilience, je ne suis pas la seule. Ça va bien au-delà de juste regarder, contempler une œuvre d'art. Parce que, comme je disais tout à l'heure, rien que de contempler un kintsugi, il y a déjà, ça peut parler de nous, ça peut parler directement à notre âme. Moi, quand j'ai vu mon premier kintsugi, je me suis dit, c'est l'image de ma vie. Donc après, je me suis dit, ce serait hyper intéressant que je fasse mon propre kintsugi qui symboliserait mon propre parcours. Parce que sur chaque ligne de faille, ça symbolise finalement chacune de mes épreuves. Et ce qui est valable pour moi est évidemment valable pour vous, quelles que soient vos épreuves. Parce que le kintsugi peut parler dès qu'il y a une souffrance qui est en jeu, qu'elle soit plus physique. Par exemple, j'ai parlé avec quelqu'un qui avait vécu une amputation, et il me disait, lui, il assumait sa prothèse, c'est-à-dire qu'il ne mettait pas de pantalon pour la cacher. Il m'a dit, en fait, maintenant que tu me parles du kintsugi, ça me donne envie de mettre ma prothèse en or, enfin en doré. Et donc ça peut parler à des gens qui ont des douleurs physiques. Tu parlais à l'instant d'amputation des seins. On peut imaginer tous ces tatouages thérapeutiques qui, au lieu de cacher la cicatrice, vont la mettre en valeur, mais intégrer, transmuter, transformer, un peu à la manière donc, de ce que exprime le kintsugi. Et puis, ça parle également, évidemment, de douleurs plus émotionnelles, que ce soit un deuil, un divorce, un burn-out. Vous connaissez Céline, bien le sujet. parle-nous des étapes, parce qu'il y a 6 étapes. C'est ça. Alors, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, quand moi, j'ai voulu faire mon premier kintsugi, je me suis dit, ça va être réglé. Je suis assez impatiente de nature. Ça va être réglé en 3 heures. Donc, j'achète le matériel et hop. Et pas du tout. Parce qu'en fait, j'ai identifié, il y a 6 étapes. Et en fait, en le faisant, en étant obligé à cette lenteur, qui est imposée par la technique japonaise ancestrale, je me suis rendu compte que chacune des étapes pouvait également être pertinente et raisonner. Ça nourrit, en fait. C'est exactement ça. Le mot qui convient, c'est nourrissant. Donc, par exemple, la première étape, c'est l'étape initiale d'état des lieux. C'est l'étape où on rassemble les morceaux qui ont été brisés. Alors, ou littéralement, si on décide de faire un bol, ou c'est propre. Évidemment, à chaque fois, vous transposez par rapport à votre épreuve, quelle qu'elle soit. Donc, en fait, c'est rassembler vos propres morceaux. Et c'est un état des lieux. Et c'est ce moment où on décide, parce qu'on a en tête l'image du kintsugi, on décide que cet objet, en l'occurrence la métaphore de vous-même, que ça vaut le coup d'être transformé et de mettre de l'énergie et du temps et de l'argent pour le réparer. C'est-à-dire que vous avez décidé à ce moment-là de ne pas jeter l'objet à la poubelle. Donc c'est une étape évidemment fondamentale. On rassemble nos morceaux. Après, il y a l'étape numéro 2, on commence à les recoller. Alors, ce n'est pas directement avec la laque. Au départ, c'est avec ce qu'on appelle le sabi, d'où le mot d'ailleurs wabi-sabi, que certains connaissent peut-être. C'est le ciment, en fait, c'est le mot pour dire ciment, et c'est un mélange de farine et de laque. Ça se mange pas, hein, c'est pas le même que voilà. Non. À l'époque, évidemment, de la farine de riz. Et en fait, c'est pas du wasabi, c'est ça. Et ça, donc on recolle les morceaux. Et là, on le fait évidemment en conscience de toutes nos épreuves, qu'on commence à prendre soin de soi. Et il y a d'ailleurs une métaphore que je trouve très belle, qui parlera certainement au DRH, en tant que... Enfin, vous êtes les premiers à prôner, je pense, le travail d'équipe, forcément. Et il y a ce moment où on se retrouve avec des morceaux qui ont été trop pulvérisés.
Donc on se retrouve avec un morceau un tesson qui n'est pas qu'on ne peut pas remettre. Et dans ces cas-là, on pourrait même, dans la technique du kintsugi, aller chercher le morceau d'un autre objet pour recomposer un tout nouvel objet avec quelque chose de complètement différent, complètement original, out of the box. Et en fait, ça, c'est évidemment la métaphore de à quel point le fait de s'appuyer sur les autres peut être utile. Peux-tu nous dire très rapidement de citer les 3, 4, 5, 6 Oui, oui. Alors, étape 3, patience. 4. Voilà. 4, étanchéisé avec la laque noire. Ouais. Étape 5, la laque rouge qui remet de la vie. Et c'est sur cette laque qu'on va faire la 6e étape où on saupoudre l'or. Et là, le kintsugi s'illumine de tout notre parcours. Et ça permet de rayonner, parce que là, on a l'impression que... Enfin, c'est pas une impression, tu rayonnes. C'est la robe. Comme je pense que vous avez tous vu le bol que j'ai fait passer, entre guillemets, celui qui est kintsugi, il rayonne, il a l'air plus grand. Il faut absolument que je vous dise une info sur ce bol. En fait, c'est un bol qui m'a été offert par un détenu, parce que j'interviens en prison, et il y a un détenu qui me l'a offert. Donc en fait, il y a toute la force de sa résilience dans ce bol. Et effectivement, le kintsugi, c'est comme s'il y avait une notion d'expansion, en fait. Et d'ailleurs, ce que je vous invite tous à faire, parce qu'on cherche ici des solutions un peu concrètes, hein, on cherche à repartir avec des outils. Moi, je vous invite à faire, enfin pour ceux pour qui ça résonne, à faire votre propre kintsugi. Alors, où vous déjà contemplez des images de kintsugi, ça peut déjà, comme je vous le disais, faire du bien. Ça peut contempler-les en pensant à votre propre parcours, à vos propres épreuves. Mais après, l'étape d'après, pour ceux qui sont le plus motivés, c'est effectivement, je le recommande vivement, de faire des ateliers où là, on va à la fois penser dans les deux sens du terme, en fait. Penser avec un E, penser avec un A. Voilà. C'est bien ça. Je voudrais interroger Ghislaine et Thierry sur les limites à poser. Thierry, les limites à poser sur cette intelligence, ça peut faire peur. Il y en a qui auraient pu dire, tiens, on va pouvoir orienter le vote des personnes dimanche à leur insu. Non, en fait, il faut vraiment accompagner ça avec de l'intelligence et avec de la réflexion. Et moi, j'ai été quand même le premier surpris à me rendre compte que les gens qui allaient travailler sur ces sujets symboliques éprouvaient le besoin de se faire accompagner et de travailler avec des professionnels de la réflexion, de l'éthique, et ce qui n'était pas forcément ce qui aurait pu apparaître comme une perte de temps, mais qui ne l'a pas été du tout. Et ça a apporté une sérénité dans la réflexion et dans le travail de chacun qui était extrêmement important. Et ça nous a permis aussi, par exemple, de remettre le patient au centre du dispositif, alors que les ingénieurs ont tous tendance à penser qu'ils ont la solution, les médecins aussi. Et on s'est parfois rendu compte que les idées des médecins et les idées des ingénieurs n'étaient pas tout à fait celles qu'avaient les patients. Et il faut se méfier aussi de ce genre de choses. Alors, méfiance aussi, Ghislaine, tout à l'heure, je parlais du business. Il y a un gros business par rapport à tout ça, dans une société où on achète un peu tout, où des jeunes peuvent être tentés par de l'acide hyaluronique proposé par des charlatans, voire du Botox. Là, il y a un comité d'éthique, il y a des choses qui sont faites justement pour encadrer et garder la peau et la tête froide. Oui, mais depuis toujours. On se bat depuis 40 ans. Là, on est confronté au problème, ce qu'on appelle des fake injecteurs, c'est-à-dire des jeunes Instagrammeurs qui vont faire du recrutement pour traiter des patientes. Ça s'appelle de l'exercice illégal de la médecine. On met en alerte le Conseil de l'ordre, le gouvernement, les responsables. On n'a pas toujours été suivis. Là, ça y est, ça se réveille un petit peu. Mais après, c'est alerter les consommateurs, les consommatrices aussi. C'est les jeunes, quoi. C'est de l'éducation, c'est de l'information. On a des dégâts définitifs, des nécroses. Ça, ce sont les dangers dus à des non-médecins. Donc, nous, on régule tout. Je suis vice-présidente du syndicat. J'étais présidente de la Société européenne de médecine régénérative et anti-âge aussi. Tout ce qui est industrie, c'est régularisé par les normes européennes, pas toujours appliquées dans le bon sens en France, mais on a des normes, les MDSAP, les normes pour mettre sur le marché de médicaments qui sont extrêmement rigoureuses, de produits, même les vôtres aussi, pour les fabricants, pour les études montrant l'intérêt, le bénéfice des produits et les non-effets secondaires.
Mais cela dit, je reviens aussi à ce que vous dites, il y a quand même quelque chose de formidable dont vous n'avez pas parlé, que vous avez réalisé, peut-être pas vos équipes, mais c'est le traitement de la douleur par la stimulation neurologique transcutanée. C'est une des applications. Ça y est, c'est de nos jours. Là, on l'a présenté à Chypre la semaine dernière. C'est fait par des praticiens, comme on va vous faire une coloscopie, quoi. Voilà. Et ça, c'est majeur, ça. Ouais, la douleur est restée longtemps un phénomène non traité ou mal accompagné, mais aujourd'hui, on arrive véritablement à faire des solutions qui sont effectivement fonctionnelles. Ouais. Et donc tout ça, c'est très réglementé. Vous avez parlé des comités d'éthique, on les a au niveau, on a la NSM en France, la HAS, le ministère de la Santé, les ARS, rien que pour parler de ça, là, des différents millefeuilles. Après, il y a la PHP, après, il y a les hospitaliers, après, il y a le privé. Après, on a les normes européennes et les réglementaires. Et alors après, quand on veut contester, on passe par des instances nationales, européennes, les conseils d'État. Il y a un vrai millefeuille, mais il y a quand même, vous, les médecins qui êtes là, tu me racontais, on ne citera pas de nom, une personnalité qui était venue te voir et qui t'avait dit « mais réparez-moi ça ». Et tu avais dit « non, on ne peut pas faire, il y a les limites ». Ah ben bien sûr, ça c'est notre rôle. On refuse tous les jours, on refuse certaines interventions. Bien qu'on nous oblige, ça ce sont les normes gouvernementales, on a des lettres du ministère de la Santé à accompagner les demandes de changement de transgenre de mineurs à partir de 13 ans, on a l'obligation de les accompagner. Donc, quand on parle de dérive de la société, on revient à l'humain, c'est la gouvernance humaine. Qui gouverne ça? On a l'obligation. Si vous refusez, on a un gros problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire stopper la puberté, stopper les hormones, accompagner, faire des amputations gynécologiques. Il y a ça aussi qui est dans le système de la gouvernance humaine. Là. On revient au sociétal. Après, il y a des demandes injustifiées. Un jour, il y en a qui voulait des oreilles de Spock. Là. Il m'a dit, il arrive, bon, c'est un coiffeur, il est gentil, pas méchant, j'ai tout refait, il était content. Mais je voudrais maintenant les oreilles de Spock. Là. Et le chirurgien a refusé. Vous allez m'aider. J'ai dit non, vous allez l'appeler. J'ai dit non, je vais expliquer qu'il y avait autre chose de mieux à faire. Mais tu as des chefs d'entreprise qui viennent te voir, qui disent j'ai un conseil d'administration, il faut que j'ai une sale tête. Non, mais sérieusement. Ah ben oui, j'ai les patrons du 440 qui sont là. Bonjour Ghislaine, que je connais. J'ai la conférence de presse financière. Alors, c'était quelques années ou des années moins favorables. Le bilan n'est pas terrible. Il n'est pas comme ce que j'avais annoncé et prévu. Donc, on ne peut pas ranger. Là, que je n'ai pas trop l'air soucieux. On va enlever des petites rides, on arrange tout ça. On enlève les petits sillons. Ils sont très connus, très médiatisés. Je dis, tout va très bien. Des ministres, pareil, même en poste, qui viennent se planquer, des ministres qui viennent se planquer au cabinet à l'heure du déjeuner. On dit comme ça, je ne prends pas les petits fours, je ne prends pas le champagne. On fait un traitement, je me détends ici, et voilà. Des traitements de poids, de choses comme ça. Mais ça les aide, ça les accompagne, ça les rassure, et ça leur donne la confiance en soi et l'estime d'eux-mêmes. Pour pouvoir passer des messages. Les dirigeants viennent beaucoup. Les dirigeants, les institutrices, les profs d'école. Je suis prof de maths et machin. Depuis que vous m'avez enlevé les rides d'ici, ils viennent me parler. Ils me disent finalement, vous êtes très sympa. Des comptables de société. Ils me disent, personne ne me parlait dans l'entreprise. Et elle me dit maintenant, au self, à la cafétéria, elle me dit, ah ben, on ne vous connaissait pas. En fait, vous êtes très sympa. Vous êtes depuis 15 ans au Parce qu'ils n'ont plus, comment tu dis, le... Elle a ri de lion, pli d'amertume. Comment tu appelles ça, le d'amertume. Le smiley à l'envers. Le smiley à l'envers. Ça, ils appellent ça, nos amis chirurgiens, le code barre, très sympathique, merci. Le pli d'amertume, pour les hommes, c'est la ride du lion, évidemment, les pas de doigts, des petits trucs qui sont comme ça, un petit peu. Alors. Qui a des questions à poser à nos experts? Oui, on va vous tendre le micro. Qui est-ce qui veut... Attends, si tu veux bien... En ligne, voilà. Merci de vous présenter à chaque fois que vous posez une question. Alors, de nouveau, Xavier Ducrest, handicap international. Il ne va pas vous échapper que nous réparons les hommes, les femmes et les enfants qui subissent des traumas absolument terrifiants dans le monde. Et alors, je suis très perturbé par cette conférence à trois, qui à la fois est très complémentaire et très antagoniste, de mon point de vue. Je trouve formidable cette réparation par la valorisation de la faille. On en parlait tout à l'heure. C'est la fragilité qui fait notre humanité et sa reconnaissance et son attention à la compassion qui va sauver le lien social, donc la société, donc la démocratie, donc la paix. Je fais simple. L'image projetée
de l'idéal féminin ou de l'idéal masculin, lève-toi s'il te plaît. Lève-toi s'il te plaît. Toi, lève-toi. Regardez-le. C'est pas beau? Est-ce que c'est pas beau? Non mais les failles, les marques du temps sont autant de sagesse. Mais oui, mais lève-toi, regarde les belles marques du temps. Là, t'as pris un coup de vieux, là, ça y est. Non mais attendez, c'est important. C'est important. Face au transhumanisme, face au rêve de l'éternelle jeunesse, il faut se lever contre ça. Et c'est ce que fait, la médecine, parce que on était dans le stop aging et maintenant on est on arrête tout, hein, c'est ça. Dans le reverse time. Voilà. Oui, mais alors, ayons conscience de bien porter tout ça tous ensemble, parce que face à l'homme transformé, moi je préfère l'homme élevé, on en a parlé, vous en faites tous les trois, de l'éducation, de la formation, pour ne pas se laisser aller à un rêve de transhumanisme porté par les GAFAM, et soyons fiers de nos fragilités, soyons fiers de porter la beauté. Pour terminer cette matinée. Élevons le débat. Merci beaucoup. Merci à vous trois, Ghislaine, Thierry et Céline.